Madame, Monsieur, bonjour et merci de rejoindre les équipes de Midi Pile. Au sommaire de cette édition, le trafic des bus a repris normalement ce matin à Amiens après un droit de retrait exercé dimanche à la suite d'un tir au fusil de chasse contre un véhicule du réseau samedi après-midi. À 25 ans, le Dunkerquois Timothée Potisek remporte pour la seconde année consécutive l'Enduropal qui avait lieu au Touquet hier. C'est l'une des infosports développées au cours de ce journal par Renaud Parquet. Et puis une belle idée de visite pour les vacances à Longueuil-Annel dans l'Oise. Le musée de la Batellerie retrace l'histoire des mariniers pendant la Grande Guerre. Mais avant de développer ces titres, ce drame conjugal ce matin vers 8 h dans le centre de Compiègne. Une femme de 39 ans a été tuée par son compagnon alors qu'ils se disputaient dans leur voiture. L'homme a tiré par 2 fois dans le thorax de sa compagne. Nous retrouverons nos équipes sur place au cours de ce journal. À Amiens, le trafic des bus a repris normalement ce matin après un droit de retrait exercé toute la journée d'hier. Une interruption du trafic décidée par les chauffeurs après un tir au fusil de chasse samedi après-midi contre un bus de la ligne 3 rue Fafet au nord de la ville. Hélène Tonneillet, Arantxa-Beldorin. Conductrice de bus sur la ligne 3 depuis 7 ans, Béatrice a décidé de reprendre le travail aujourd'hui en dépit de l'agression de ce week-end. Selon les lignes, c'est difficile. En plus, quand il se passe quelque chose comme ça, on part avec un petit peu la peur au ventre. Parce que bon, c'est régulier, on a souvent des gamins qui sont là en train de nous mettre en joue ou à nous faire un petit peu la pression. Mais bon, si on s'arrête à chaque fois, on est foutu, quoi. Ce matin, toutes les lignes ont repris normalement. Aucun trajet n'a été modifié et la ligne 3 passe dans les quartiers nord comme à son habitude. Mais les usagers restent inquiets. On a tous peur de se faire agresser, vous avez des carreaux. Ça arrive souvent, ça vous est déjà arrivé? 1 ou 2 fois déjà. Il arrive quand même souvent des choses, rue Fafet, tout ça, donc... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour vous rassurer un peu? Il faudrait que le bus il change de chemin, quoi, voilà, et qu'il évite de passer dans les rues qui craquent. Après une réunion d'urgence hier, la direction d'Amétis a décidé de réorganiser les tournées des contrôleurs dans les bus et de mettre en place une équipe supplémentaire, notamment en fin d'après-midi. Ça rassure la clientèle, ça rassure les conducteurs qui effectivement, lorsqu'il y a les présences de contrôleurs sur le terrain, il y a un rôle de sécurisation qui se ressent assez rapidement. Encore sous le choc, le chauffeur de bus attaqué n'a pas repris le travail aujourd'hui. L'enquête poursuit son cours pour déterminer les circonstances de l'agression. En bref, à présent, 5 ans après le déraillement du train Paris-Maubeuge à Busigny, dans le Cambrésis, la justice a retenu la faute inexcusable de la SNCF. En juin 2004, à la hauteur de la gare de Busigny, tout près de l'Aisne, le train avait déraillé de manière spectaculaire, mais il n'y avait pas eu de blessés. En revanche, le conducteur, très choqué et estimant avoir été victime d'un accident du travail, avait entamé une procédure qui vient d'aboutir puisque la SNCF, qui ne fera pas appel, est condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Et puis encore un braquage dans la région. 2 hommes cagoulés et armés ont menacé 2 employés qui s'apprêtaient à prendre leur service dans le magasin Attaque dans le quartier nord d'Amiens pour les contraindre à ouvrir le supermarché. C'était hier, dimanche. Ils ont ensuite dérobé une faible somme d'argent avant de prendre la fuite et d'abandonner leur véhicule un peu plus loin. La police judiciaire est saisie de l'enquête. Le développement durable, le thème du Salon de l'agriculture, cette année est désormais au cœur des préoccupations des exploitants. Illustration en tirage où une association d'agriculteurs a su défendre les haies en leur redonnant une vraie valeur économique, avec notamment le développement des chaudières à bois alimentées par les plaquettes, ces gros copeaux de bois de haie. Une ressource renouvelable et de proximité, c'est ce que nous expliquent Sabine et Bernard Godard. Des charmes, des frênes, des aulnes ou des saules, des arbres qui poussent vite et font un bon bois de chauffage. Ainsi sont les haies qui quadrillent le bocage de Thiérache. C'est l'arbre tétard, typique. Les arbres que vous voyez là ont été plantés, d'après les anciens, qu'ils tiennent de leurs anciens, auraient été plantés dans le début 19e siècle. Donc c'est des arbres qui ont pas loin de 200 ans. Le tétard, c'est un arbre dont on taille tous les 15 ans les rejets. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est la machine, la déchiqueteuse. Plus vite, plus facile, sans déchets. Le petit bois qu'on brûlait autrefois sur place sans utilité aucune
est aussi réduit en morceaux et valorisé. Dans la technique du bûcheronnage traditionnel, si vous comptez tout le temps que vous y passez, quand vous voulez vendre les bûches, vous n'arrivez pas à payer le salaire des gens qui ont participé. Des Primolstein et des Flamandes pour le lait et fabriqué ensuite du maroilles. Didier Halleux est éleveur à Authion, à 2 pas de Vervins. Il exploite aussi le bois de Céet et se chauffe avec. Agréable progrès. Personnellement, je me chauffais au bois bûche avant et avec l'inconvénient d'alimenter la chaudière 5 à 6 fois par jour et d'avoir froid le matin au réveil. Donc là aujourd'hui, on vit de cendrier 1 fois par semaine. Il fait bon dans la maison, peut-être un peu trop parfois. Remembré, son exploitation n'avait pas suffisamment d'arbres têtards. Pour redessiner ses pâtures, il a replanté des haies, bientôt prêtes à être exploitées à leur tour. C'était aussi une démarche globale, éviter l'érosion des sols, préserver le refuge des rongeurs ou des oiseaux et ralentir le nivellement des paysages. C'est aussi de pouvoir livrer des gens qui n'ont pas de ressources en énergie pour que quelque part le consommateur d'énergie bois valorise ce que la haie elle apporte en tant que paysage, et donner de la valeur à la haie et qui incitera l'agriculteur à la garder, quoi. Si l'association des ateliers agricoles à Vénois se mobilise ainsi pour la valorisation du bois de haie, c'est aussi parce que la ressource est riche. Sans compter les forêts, bien plus faciles encore à exploiter, on pourrait nourrir avec le bois des seules haies plus de 1000 chaudières. Les agriculteurs y croient déjà, les particuliers et les collectivités locales ont eu besoin de la flambée des prix du pétrole pour commencer à s'y intéresser plus sérieusement. Et comme chaque lundi, notre rendez-vous sport avec vous, Renaud. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, l'événement du week-end, c'était la 4e édition de l'Enduropal. C'était au Touquet dimanche. Tout à fait, avec 1500 participants, 17 km de boucle. C'est tout simplement gigantesque. Gigantesque comme la victoire de Timothée Potisek, qui signe sa 2e victoire en 3h14. Compte rendu de l'épreuve, Isabelle Debray. Enfin, l'an dernier, il se faisait chipper la première place par Arnaud de Mester, cette fois vainqueur de l'épreuve. Cette fois-ci, c'est bien Timothée Potisek, pilote Honda, qui monte sur la première marche du podium de l'Enduropal du Touquet. Il signe sa 2e victoire. C'est une victoire que j'ai faite comme je voulais, c'est-à-dire partir vite et prendre de l'avance. Mais vraiment, une course magique, une course que j'ai voulu. Super, super. De Mester a quant à lui dû abandonner, problème mécanique. Yves Dedon, lui, finit 2e, Pierrick Paget 3e, comme l'an dernier et il y a 2 ans. Les meilleurs picards, Alexandre Morel se classe 8e, David Gibaud, lui, est 12e, 9e l'an dernier. Gauthier Leclabar a dû se résigner à abandonner pour une casse moteur. Ça fait 10 mois que je suis à fond sur la machine et que la fatigue elle est là. Hein. Donc bon, je vais me reposer et puis on va retravailler petit à petit sérieusement. Il y a fort à parier que Gauthier sera présent en 2010. Pas comme Arnaud de Mester, qui à 35 ans ne participera plus à l'Enduropal en tant que pilote professionnel. Et puis en volleyball, c'est fini pour les clubs picards. D'un côté, le Bouc a été éliminé par Narbonne 3-7-0. 3-7-0 également, c'est le score qui a été infligé par Toulouse face à Saint-Quentin en Coupe de France. Et puis il y avait du hockey, Renaud. Les Gothiques rencontraient Strasbourg ce week-end. Tout à fait, 26e journée et dernière journée de la saison régulière. Les Gothiques affrontaient l'Étoile Noire de Strasbourg. Score 5-4 pour les Picards. En revanche, c'était très chaud. Compte rendu de match, Arantxa Belderain et montage Juliane Ruiz. Ils pouvaient être ravis, les fans des Gothiques, car les Picards en rose reviennent de loin. Ils s'imposent 5-4 au terme d'un match où ils ont été dominés. Premier tiers, ce sont pourtant les hommes d'Antoine Richer qui ouvrent le score à 2 minutes du coup d'envoi. Mais les Alsaciens reviennent, puis prennent le large, 2-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Strasbourg s'évade, mais Amiens revient. 4-3, puis 4-4 au 3e tiers, avant de remporter la mort subite. Ensemble, je pense qu'on a joué un bon match, mais c'est certain qu'il faut donner un peu de crédit aussi à Strasbourg qui malgré leur 7e ou 8e place en ce moment, on joue du bon hockey. C'est une équipe qui travaille très bien, qui travaille méthodiquement. Donc nous, malgré tout, on a continué à travailler. Puis je suis content qu'on a été capable de marquer un gros but en fin de match.
Mais les deux équipes ont déjà les yeux rivés sur les playoffs. Et pour Elie Marcos de Strasbourg, ce match est de bon augure pour son équipe. C'était un plaisir de voir ce match-là. C'était un bon match de hockey. Ça a joué physique. Il y a eu des buts. Franchement, pour aborder les playoffs, c'était un très bon match, quoi. Pour se préparer, c'est parfait, quoi. Alors, bien que victorieux, les Amiénois ont manqué pas mal d'occasions face au but. Il va falloir se rassembler avant les playoffs de mardi face à Dijon. La Picardie serait-elle une terre de boxe? C'est la question qu'on peut se poser. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y avait déjà les championnats du monde organisés à Saint-Quentin. Cette fois-ci, c'était la Coupe de France amateur organisée à Abbeville. Il y avait plusieurs champions de France, presque 120 participants, c'est pas rien. C'est au cours de cette compétition qu'on pourra déceler les talents de demain et les futurs professionnels en boxe. En football américain, les Spartiates s'imposent 30-8 sur leur terrain face aux Dauphins de Nice. Une victoire qui rassure après la défaite concédée à Elancourt il y a 10 jours. Les hommes de Jason Harris avaient à cœur de renouer avec une victoire qui ne s'est pas faite sans heurts puisqu'il y a plusieurs blessés parmi les rangs des Picards, le prêtre et du foyer. Pour finir, Renaud, l'agenda de la semaine? L'agenda de la semaine qui n'est pas très chargé, mais quand même, il faudra suivre mercredi le tournoi des moins de 14 ans, un tournoi international quand même, qui a lieu à Troène dans l'Oise. Vendredi, le Bouc accueille Toulouse, l'ASC se déplace à Brest, et en basket, les Saint-Quentinois jouent au Portel. Samedi, n'oubliez pas également en foot, Beauvais qui reçoit 7, et en volley, les Saint-Quentinois, le FLSQ, se déplace à Alès. Merci Renaud, et je vous propose de revenir sur ce drame conjugal ce matin vers 8 h dans le centre de Compiègne. Une femme de 39 ans tuée par son compagnon alors qu'ils se disputaient dans leur voiture. Sur place, nous retrouvons Yannick Le Gall. Yannick. Oui, bonjour Yolande, nous sommes devant l'immeuble où s'est déroulé ce drame familial ce matin, un peu avant 8h15. Une dispute conjugale a éclaté sur le parking de l'immeuble dans la voiture de la victime, une 106 rouge. La femme de 39 ans a reçu 2 balles en plein thorax. Son compagnon, vraisemblablement auteur des faits, lui, a été blessé au genou. On ignore encore les raisons de cette dispute. Les pompiers ont tenté de réanimer pendant 1 heure la victime en vain. Selon nos informations, la femme de 39 ans travaillait dans la restauration à l'hôpital de Compiègne et se disputait régulièrement avec son compagnon en allant souvent le soir tard aller chercher du renfort chez ses voisins. Le couple avait un enfant d'1 an qui n'aurait pas été touché pendant la dispute. Il a été transporté à l'hôpital de Compiègne en fin de matinée. Voilà, je vous rappelle le bilan de ce drame conjugal. Une femme de 39 ans est morte de 2 coups de fusil en plein thorax. Son compagnon, lui, a été blessé au genou. On devrait en savoir un peu plus cet après-midi avec la conférence de presse du procureur de la République. Merci Yannick pour toutes ces précisions en direct de Compiègne. Merci. Notre gros plan du jour, il est consacré à une exposition d'art contemporain, une 50aine d'œuvres provenant du musée de Picardie. Elles sont à découvrir en ce moment à la Maison de la Culture à Amiens. Le musée qui développe sa politique d'acquisition d'art moderne, une forme d'art qui laisse rarement indifférent. Sophie Crimon, Gérard Payen. Le musée présente, hors les murs, sa collection d'art contemporain et d'art moderne, acquise depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui demeure est le futur, une citation paradoxale du poète Max Jacob qui rappelle au public la fonction première d'un musée, la transmission de l'art du passé, sans oublier l'art du présent, pour les générations futures. L'art contemporain, c'est très important parce que c'est le patrimoine de demain. Voilà le sens de ce titre. Ce qui demeure est le futur. Et il ne faut quand même pas oublier que sous prétexte qu'on doit conserver notre passé intact, il faut s'intéresser à l'art de notre temps parce qu'autrement on va le rater. Dans cette salle sont exposées les œuvres des grands créateurs du XXe siècle, Bacon, Miro, Dubuffet, avec des pièces déroutantes. À côté de cette célèbre sculpture de femme, ce tableau est un portrait imaginaire de Brigitte Bardot. Cette sculpture est un paysage. Ce bloc de marbre irlandais, transpercé d'un os sur lequel est gravée une tête de mort, est symbolique et questionne le spectateur. Ça peut évoquer ce qu'on appelle une vanité. Une vanité dans l'histoire de l'art, c'est une œuvre qui rappelle à l'homme qu'il est mortel.
Le musée possède 4 tableaux de Jean Dubuffet, peintre du début du siècle, représentant de l'art brut, inspiré des graffitis et des dessins d'enfants qui rompent avec l'académisme. Dans cette exposition, on découvre aussi 6 créateurs d'aujourd'hui. Une exposition d'art contemporain, ça s'adresse à tout le monde parce que ça parle de l'art dans la cité et de la vie d'aujourd'hui. Donc ça s'adresse à tout le monde puisque c'est une manière de comprendre la vie en fait et la vie dans la société. Ce qui demeure et le futur, cette exposition est un véritable pari sur le futur, à découvrir à la Maison de la Culture d'Amiens jusqu'au 3 mai. Et l'art contemporain, c'est le thème ce soir à 18h40 de l'émission Voix publique. L'art contemporain est-il accessible aux non-initiés? Dispose-t-il de suffisamment de lieux d'exposition? Karine Alaf et son invitée Sabine Cazenave du musée de Picardie attendent vos questions et vos réactions au 03 22 69 23 23 ou sur notre site france3.fr, région Nord-Pas-de-Calais Picardie, rubrique Voix publique. Enfin, pour terminer, une belle idée de visite en famille à l'occasion des congés de février. Pour sa réouverture, le musée de la Batellerie à Longueuil-Annel dans l'Oise nous propose jusqu'à la fin du mois une exposition sur le rôle des mariniers pendant la Grande Guerre. À l'époque, le réseau fluvial constituait une réelle arme de guerre, ce qui eut de lourdes conséquences sur la vie de certains bateliers. Laure Bignalet, Gérard Payen. Difficile de croire que les eaux calmes de l'Oise servirent il y a 90 ans de base de combat pour les troupes françaises. Et pourtant, à l'époque, le va-et-vient des canonnières remplaçait celui des péniches réquisitionnées. Certaines, comme la Marcelle, furent transformées en porte-canons, d'autres en hôpitaux. La péniche des grands-parents paternels d'Alfred fut quant à elle utilisée par les Français comme support pour la reconstruction d'un pont à Soissons. Ça marque toujours un peu. Du côté de ma mère, ses parents, ils ont été réquisitionnés. J'étais du côté allemand, c'est pareil, ils ont dû travailler pour les Allemands. J'ai même mon arrière-grand-mère qui était au bateau, elle a eu un bras d'arraché par un obus. Ils travaillaient réellement sur les lignes de front. Ils allaient porter les marchandises jusqu'à la limite qu'ils pouvaient aller par la voie d'eau. En 1915, à Longueuil-Annel, les Allemands sont à seulement 13 km. Le réseau fluvial Picard est alors une force. Vous aviez en fait d'autres axes de communication comme le train, comme les routes qui étaient complètement détruits, mais les rivières étaient toujours fonctionnelles. Et donc on utilisait au maximum les rivières et les canaux quand ceux-ci n'étaient pas crevés pour pouvoir aller au plus près du front, pour à la fois ravitailler les soldats. Et puis on avait ces canonnières qui avaient un faible tirant d'eau, qui pouvaient vraiment aller, on va dire, partout. Pour bombarder les Allemands sur le front. Ça a aidé en partie à faire reculer le front, notamment quand ces canonnières allaient pilonner la région de Noyon chez les Ourscans. Le rôle de la batellerie picarde et nordiste durant la Première Guerre mondiale, un épisode méconnu à redécouvrir avec l'exposition Les canons oubliés de la Grande Guerre jusqu'au 28 février à la Cité des Bateliers. Voilà, et avant de refermer cette édition, je vous en rappelle la principale information. Une femme de 39 ans tuée par son compagnon ce matin à Compiègne. Une dispute qui a mal tourné. L'homme lui a tiré 2 balles dans le thorax sous les yeux de leur fils, âgé d'1 an, qui se trouvait à l'arrière du véhicule au moment des faits. C'est donc la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo grande région, puis votre édition nationale. Ce soir, à 18h59, vous retrouvez Dominique Patinec à cette même place. Pour ma part, je vous retrouve demain à midi pile. Bonne journée à tous. Au revoir. Regardez votre journal régional, c'est aussi sur france3.fr. Ce soir dans Voix publique, nous nous intéresserons à l'art contemporain. Une grande exposition se déroule en ce moment à la Maison de la Culture d'Amiens. L'occasion de vous poser cette question, l'art contemporain est-il selon vous réservé à des initiés ou le trouvez-vous accessible au grand public? Y a-t-il suffisamment de lieux d'exposition sur le thème dans la région? Laissez-nous vos questions, vos réactions au 03 22 69 23 23 ou sur internet france3.fr, région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Voix publique revient ce soir à 18h40. Ici, on se parle. Ici, on aime le sport.
Ici, on partage les bonnes recettes. Ici, on se cultive. Ici, on sort des sentiers battus. Ici, on vit ensemble. France Bleu, vue d'ici.